Au Maroc revêt une importance capitale dans la mesure où, à travers, que ce soit le débat politique ou bien à travers même les réformes juridiques, on a voulu attribuer aux régions une place particulière par rapport aux autres collectivités territoriales. Ceci, on va le dénicher à travers l'analyse du cadre, ce qu'on va voir tout à l'heure, l'analyse du cadre constitutionnel et juridique de la régionalisation et aussi à travers l'analyse des différentes attributions octroyées aux régions dans le cadre des réformes territoriales de 2015. Donc, si on veut définir la régionalisation en tant que politique de l'État, on peut la définir comme étant le fait par lequel un État unitaire cherche à transférer aux régions des pouvoirs qui peuvent revêtir un caractère administratif, des pouvoirs économiques ou même des pouvoirs politiques. Et c'est ce qui fait la différence entre la région et les autres collectivités territoriales qu'on a déjà étudiées. La région, on peut lui attribuer des pouvoirs dont l'importance varie selon la conception de l'État lui-même. Ça peut être de simples pouvoirs administratifs, économiques ou même des attributions qui ont un caractère politique. C'est ce qui a justifié le fait qu'actuellement, nous avons dans le cadre du droit comparé, des systèmes comparés, des États unitaires régionalisés, ou bien ce qu'on appelle les États d'autonomie, qui ont voulu, bien sûr, suite à des considérations internes, qui ont voulu accorder aux régions des attributions et des pouvoirs politiques. Je crois qu'on a déjà évoqué cette question lors quand on a discuté, je me rappelle, les principes de l'organisation territoriale. Donc la question de la régionalisation, on ne peut pas l'appréhender en tant que question simple dans la mesure où elle est complexe. Et c'est ce qui justifie le fait que les États, même le droit comparé, n'offrent pas un seul modèle de régionalisation. Nous avons plusieurs modèles de régionalisation qui vont de la simple circonscription administrative jusqu'à une entité territoriale qui dispose d'une autonomie politique et qui dispose d'institutions politiques. C'est ce qui justifie l'existence de plusieurs modèles de régionalisation. Alors qu'en matière, par exemple, de décentralisation ou de déconcentration, les standards sont bien connus. Mais en matière de régionalisation, ça diffère selon les États, ça diffère selon l'évolution du partage du pouvoir entre le centre et la périphérie, et ça reste largement tributaire des choix politiques de l'État en lui-même. Donc là, vous avez devant vous vous avez trois modèles de régionalisation tels qu'ils ont tirés par la doctrine. Nous avons le premier type, c'est le type de la régionalisation fonctionnelle, il y a ce qu'on appelle la régionalisation administrative, où les régions sont considérées comme étant de simples circonscriptions administratives qui disposent d'attributions administratives et qui épaulent l'État dans le cadre de la territorialisation, que ce soit de ces domaines d'intervention ou bien la territorialisation des politiques publiques menées au niveau national et qui ont un caractère territorial. C'est le cas de pas mal de pays. Actuellement, nous avons, par exemple, par rapport à nos voisins maghrébins, vous avez le cas de l'Algérie, le cas de la Mauritanie, qui n'ont pas voulu accorder aux régions un statut beaucoup plus développé que celui de simple circonscription administrative. Ils n'ont pas de consécration juridique et n'ont même pas la qualité de collectivité territoriale. Deuxième modèle de la régionalisation, et c'est le modèle qui est le plus répandu, c'est celui de la décentralisation régionale. C'est le cas de la France, c'est le cas du Maroc, c'est le cas de pas mal de pays qui ont voulu accorder, qui ont choisi la voie de la décentralisation, et là, la régionalisation n'est pas séparée de la décentralisation, à tel point que dans pas mal de travaux des universitaires, on fait le rattachement entre la régionalisation et la décentralisation, comme si la région n'est qu'une simple collectivité décentralisée, comme toutes les autres collectivités.
territoriale. Troisième modèle de régionalisation, c'est le modèle de la régionalisation politique. C'est là où les États qui ont opté pour ce modèle ont voulu accorder, et c'est un choix politique de l'État lui-même, accorder aux régions un statut beaucoup plus avancé que le statut décentralisé. Les régions disposent de pouvoirs politiques et là, on parle d'une sorte de superposition des institutions politiques. Et vous trouverez au niveau, par exemple, national, comme si au niveau national, il y a des institutions politiques telles que l'institution législative, l'institution exécutive, etc. Au niveau régional, on appréhende les régions comme des structures étatiques qui disposent des mêmes attributions politiques. Donc là, on se permet de parler d'un partage du pouvoir politique entre l'État et les régions. C'est ce qu'on appelle, je ne parle pas des États fédéraux, je suis toujours dans le cadre des États unitaires. D'accord? C'est ce qui laisse à émerger tout un modèle de décentralisation politique, de régionalisation politique, où les régions disposent d'un pouvoir politique partagé avec l'État. D'accord? Ça, c'est pour les modèles de régionalisation, les trois gros modèles. Concernant la régionalisation politique, le partage du pouvoir entre l'État et les régions se fait dans le cadre de la Constitution. C'est le texte constitutionnel qui répartit le pouvoir. Donc, revenons au cas marocain. Je ne vais pas trop m'étaler sur les modèles de régionalisation, ça va nous prendre beaucoup plus de temps au détriment des développements du cours qui nous concernent le plus. Donc, le Maroc, il a opté pour la politique de régionalisation depuis les premières années de l'indépendance. Oui, les premières années de l'indépendance, première décennie surtout, le début de la décennie 70, le Maroc a opté pour une politique de régionalisation. Donc là, en 1971, le législateur a promulgué un texte, un dahir sur les 7 régions économiques, et c'est la première répartition du territoire national en régions. À l'époque, c'était les 7 régions, et pour écarter tout doute sur leur caractère essentiellement économique, on les a dénommées les régions économiques. Actuellement, on parle, dans le cadre de l'historique de la régionalisation au Maroc, on parle de régions économiques. De 1971, qui, à travers ces régions, l'État marocain a voulu créer une sorte de dynamique régionale permettant de faire disparaître, c'est trop dit faire disparaître, mais au moins d'atténuer, de réduire les flagrantes inégalités héritées du protectorat et de faire disparaître, en quelque sorte, cette séparation abusive entre un Maroc utile et un Maroc inutile. Donc l'objectif de cette régionalisation, c'est de créer des structures régionales permettant d'agir dans le domaine économique et social, et qui permet de réduire les flagrantes inégalités dont souffraient les régions marocaines. Après, donc, parlons un petit peu du cadre juridique de cette région de 1971. D'abord, il y a plusieurs constatations. La première constatation, c'est que la région de 1971 souffrait déjà d'un déficit d'identité. On ne savait pas c'est quoi cette région. Est-ce que c'est une collectivité locale? Est-ce que c'est un établissement public? Parce qu'en France, avant les réformes de 1982-83, les régions étaient des établissements publics. Et après ces réformes-là, on les a rehaussées au rang de collectivités locales. Mais le Dahir de 1971, instituant les 7 régions économiques, n'a pas donné d'identité juridique à la région. C'était l'assemblage de plusieurs provinces avoisinantes ayant des intérêts communs. Et l'objectif, c'est de créer une sorte d'harmonie économique entre les différentes provinces,
avoisinantes. Mais il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas de cadre juridique. On a institué auprès de ces régions des assemblées consultatives qui n'ont pas de pouvoir décisionnel, etc. Donc, généralement, on peut dire que c'était un cadre largement fragile et qui n'a pas permis à la région d'être aussi au rang de collectivité territoriale, comme c'est le cas actuellement. À côté, après des décennies, des années, parce que là, on va parler de la deuxième étape de la régionalisation au Maroc, et qui a donc été déclenchée par la réforme de 1997, après cette longue expérience de régionalisation, il était impératif de passer à la réforme du cadre régional. Là, cette réforme est très importante dans la mesure où la Constitution de 1996 a reconnu à la région le statut de collectivité locale. C'est une innovation dans la mesure où la région souffrait, comme je vous ai dit, d'un déficit d'identité et n'était pas dotée de compétences très importantes, un pouvoir décisionnel ni un pouvoir délibératif. Donc après la réforme constitutionnelle de 1996 est arrivée une année après la loi 47/96 instituant les régions collectivités territoriales. Et là, on parle, même le découpage territorial a été aménagé, on a changé le nombre de régions, on a même modifié leur découpage territorial et on est passé de 7 régions vers 16 régions. Donc là, le plus marquant en matière de découpage régional de 1997, c'est qu'on a essayé de donner un nom à chaque région. Un nom qui renvoyait à une sorte d'identité de la région. On parlait de la région de l'Gharb Shar, Dabih Bni Hassan, la région de Meknès Tafilat, en consacrant cette continuité entre Tafilat et Meknès. Et on a, donc vous avez la région de Sousma Sadra, etc. Donc c'était des régions qui ont une sorte de reconnaissance identitaire. Mais quand même, l'État est resté vigilant à l'émergence ou bien à la consécration de régions qui pouvaient faire émerger un sentiment de séparatisme ou bien de régionalisme. Parce que la région, elle a été régie par un cadre juridique bien déterminé, lui accordant le statut d'une simple collectivité locale. On va voir qu'après, même le statut de la région de 1997 n'était pas à la hauteur des aspirations et des attentes de la classe politique. Parce que, s'il vous plaît, monsieur, parce que là, tout au long de la décennie 80, depuis le fameux discours royal de 1984, où Feu Hassan II avait exprimé expressément son vœu pour une réforme, bien son aspiration pour une réforme régionale où les régions jouissent d'une autonomie, donc des compétences propres et de ressources propres. Depuis ce discours, un grand débat national s'est lancé sur le devenir de la régionalisation au Maroc. La réforme de 1997, elle a accordé à la région le statut de collectivité locale pour la première fois. Et là, on est obligé de prendre en considération le caractère imbriqué du processus de construction régionale, dans la mesure où, à côté de la région, il y avait d'autres collectivités locales qui existaient déjà, notamment la commune et la province. Et les statuts des 3 collectivités territoriales n'étaient pas sur le même, étaient différents. Parce que la commune, c'est vrai qu'elle a bénéficié d'une consécration beaucoup plus importante en matière de gestion démocratique des affaires locales. La province, on l'a déjà vu que vraiment, elle était le parent pauvre, elle était marginalisée par rapport à cette gestion démocratique des affaires locales. Et la région, elle avait le même sort.
Donc la région n'a jamais été considérée comme une collectivité qui permettait l'émancipation politique des citoyens et qui permettait une consécration considérable de la démocratie locale. Donc en 1997, on s'attendait à ce que le statut réserve une place primordiale, une place de choix à la région. Malheureusement, malgré les avancées en la matière, le législateur a laissé toujours traîner une sorte de subordination de la région par rapport aux autorités de contrôle, par rapport au ministère de l'Intérieur et au gouverneur et au wali. Ceci se justifie par plusieurs situations. D'abord, la première situation en matière de gestion démocratique des affaires locales, d'abord au niveau du mode de scrutin adopté pour le choix des membres du conseil régional. Les membres du conseil régional étaient élus au scrutin indirect, étaient les élus des élus. Et il y avait une diversité au niveau de la composition, il y avait les représentants des collectivités territoriales auprès de la région locale, et il y avait donc les parlementaires de la région qui pouvaient siéger, il y avait donc les représentants des chambres professionnelles et les chambres d'artisanat, etc. Donc là, les citoyens n'avaient pas leur mot à dire au niveau du choix de ceux qui vont siéger auprès des assemblées régionales. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, le pouvoir exécutif n'était pas attribué au président du conseil régional. C'était le gouverneur qui avait pour principale mission l'exécution des délibérations du conseil de la région. D'accord? Et là, on parlait d'un dédoublement fonctionnel au niveau de la gestion des affaires locales, des affaires régionales, dans la mesure où le gouverneur avait le droit de prendre des mesures en application des délibérations, mais ces mesures, les décisions, les décrets, les arrêtés doivent être contresignés par le président du conseil régional. Donc ceci a généré une controverse par rapport à l'émancipation de la région en tant que collectivité locale. Parce que vous savez tous, on a déjà étudié les conditions d'exercice du pouvoir local au niveau local. Je parle du pouvoir administratif. Et l'existence même de la collectivité locale est conditionnée par plusieurs éléments. D'abord, on a parlé de l'existence d'organes propres, de ressources propres, d'identité juridique propre, et aussi la possibilité pour le Conseil et son président de gérer leurs propres affaires. Ceci n'était pas possible dans le cadre du statut de la régionalisation de 1997. D'accord? Et là, après l'évolution de la pratique régionale, il s'est posé la question de la réforme de la régionalisation au Maroc. Donc c'est là où on a commencé à parler de la régionalisation avancée comme alternative au statut déjà existant de la région. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'évolution historique parce que là, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse et l'étude du cadre actuel de la région collectivité décentralisée. Donc, je vais passer directement au contexte général de la réforme de la régionalisation avancée. Donc, la régionalisation avancée en tant que réforme de la régionalisation existante interpelle des questions. Donc là, il y a des questions qui sont restées en suspens par rapport à cette dénomination de régionalisation avancée. Ça veut dire quoi? Avancée, et là on se pose toujours la question, elle est avancée en quoi? Et par rapport à quoi? Donc, elle avance vers, généralement, parce que là quand on parle de l'avancement par rapport à quelque chose, surtout au niveau des réformes, c'est on cherche plus d'efficacité, plus de rentabilité, et on cherche le plus important de remédier aux problèmes dont souffrait le cadre précédent. Donc la régionalisation avancée, et ça vous allez le constater à travers l'analyse du cadre juridique de la région, elle avance vers beaucoup plus d'autonomie,
administrative. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse, s'il vous plaît. Le mot autonomie. On a beaucoup traité, on a beaucoup évoqué pas mal de fois le concept le mot autonomie. Ce mot n'a jamais été évoqué dans les constitutions nationales. Aucune constitution n'a renvoyé vers l'autonomie en matière de décentralisation ou de régionalisation. D'accord? On parlait essentiellement de la gestion démocratique des affaires locales, ou bien, dans le cadre de la Constitution de 2011, le Constituant nous a renvoyé vers les grands principes de la décentralisation. Lesquels? Quels sont ces principes-là? L'autonomie locale? Non. La gestion démocratique des affaires locales, la libre administration, la subsidiarité, la solidarité et la coopération. Donc, c'est ça les principes constitutionnels. Mais le principe d'autonomie n'a pas vraiment été consacré comme étant un principe constitutionnel. Le législateur, il a évoqué le principe de l'autonomie, mais en lui collant un adjectif qualificatif très important, c'est l'autonomie administrative. Ça, c'est pour écarter voilà, sur l'aspect administratif de la régionalisation, pour ne pas songer à l'aspect politique de la question régionale. Donc, je disais que la régionalisation ou bien le cadre régional de 1997 a montré des irrégularités, des cas d'inefficacité, des inadéquations par rapport donc aux attentes, par rapport à l'évolution même du Maroc, donc, et aussi il était inadéquat par rapport aux grandes orientations du schéma national d'aménagement du territoire. Le SNAT, c'est un document très important qui revêt un caractère national, et le SNAT, le schéma national, le SRAT, c'est le schéma régional. Donc, le schéma, oui, le SNAT, schéma national d'aménagement du territoire. Schéma national d'aménagement. C'est un document très important qui a vu le jour pour la première fois au Maroc en 2001. Et ce schéma donnait les grandes orientations en matière d'aménagement du territoire, les grandes orientations nationales, et qui, s'il vous plaît, et qui avait pour principal objectif la réalisation d'une sorte de cohérence entre les différentes régions nationales. Donc, il a présenté plusieurs orientations, et le cadre régional existant n'était pas vraiment incompatible avec les grandes orientations du schéma national d'aménagement du territoire. Dans le cadre aussi du contexte général de la réforme de la régionalisation avancée, il y a un événement très important qui a marqué le tournant décisif de la réforme régionale. C'est la présentation, non, c'est pas avant la Constitution, c'est la présentation en 2007 du projet marocain d'autonomie de la région du Sahara devant les Nations Unies pour trouver un règlement pacifique de ce problème d'intégrité territoriale. Comme vous savez, s'il vous plaît, mademoiselle. Donc, je disais que la présentation du projet marocain d'autonomie en 2007 a posé des questions très importantes par rapport au cadre actuel de la régionalisation. Et il était opportun de mettre en place un cadre régional qui pouvait s'accommoder avec le statut d'autonomie. C'était inimaginable, donc inconcevable, d'accorder à la région du Sahara une autonomie politique telle qu'elle est arrêtée dans le cadre du projet. Ça reste un projet discutable, mais quand même, c'est une plateforme de négociation. Et ce projet permet à la région du Sahara une autonomie politique, à l'image de ce qui se passe en Espagne par exemple, au niveau des régions, des communautés autonomes espagnoles. Donc, il était opportun de modifier, de réformer le cadre actuel
de la régionalisation pour qu'il soit à la hauteur même de ce grand projet d'autonomie de la région du Sahara. Troisième cas dans le cadre même de ce contexte général de la réforme de la régionalisation avancée, c'est le lancement par le roi du grand chantier de la régionalisation suite à son célèbre discours de 2010 où il a évoqué pour la première fois le projet de la régionalisation avancée. Il a donné les jalons, les bases de cette régionalisation. Il a évoqué les principes fondamentaux de la régionalisation, le principe de l'unité de l'État comme étant un principe fondamental, les principes de la solidarité, de la coopération, etc. Et c'est là où on a commencé à réfléchir sur le devenir de la régionalisation avancée au Maroc. Le roi, pour mettre donc en pratique les orientations royales, il a institué la commission consultative royale sur la régionalisation. Cette commission avait pour principale mission, c'était en 2010 aussi, elle avait pour principale mission de présenter un projet de la réforme régionale. Et effectivement, cette commission, elle a travaillé, elle était composée de grandes personnalités imminentes dans plusieurs domaines, notamment le droit constitutionnel, le droit administratif, la société civile, etc. Et cette commission a présenté un projet très important de régionalisation où il a même, parmi ses recommandations, il a renvoyé vers une réforme de la Constitution pour pouvoir aménager la situation des collectivités locales dans le cadre de la Constitution. Parce que la Constitution de 1996, elle avait bloqué le pouvoir régional, le pouvoir administratif régional, dans la mesure où l'article 101 de la Constitution accordait au gouverneur le pouvoir exécutif des délibérations des conseils provinciaux préfectoraux et des conseils régionaux. Donc on ne pouvait pas avancer en matière de régionalisation. C'est ça la régionalisation avancée, c'est avancer vers plus de consécration de la gestion démocratique, plus d'attribution, plus de responsabilisation, parce qu'on va voir que dans pas mal de dispositions, on a le législateur à responsabilité. Il a mis à responsabiliser les acteurs régionaux et les a mis devant leur responsabilité en application des dispositions de la Constitution en matière de réduction des comptes. D'accord? Donc là, vous voyez que le projet est là proposer une régionalisation avancée qui ne sort pas tellement du cadre de la décentralisation, mais qui permet à la région d'avoir une place de choix par rapport aux autres collectivités territoriales, mais dans des domaines précis. C'est effectivement ce qui a été pris dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 2011. Parce que là, vous vous rappelez le titre premier de la Constitution de 2011, qui peut me rappeler le dernier paragraphe du titre premier. Vous avez là la place de la région par rapport aux autres collectivités territoriales. Donc le titre premier accorde et d'autres articles. Je parle de l'article 1er de la Constitution, dernier paragraphe, qui précise que l'organisation territoriale du royaume, vous l'avez devant vous, est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée. Là, comme vous le constatez, le constituant a voulu spécifier la régionalisation par rapport à la décentralisation. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a toujours fait la confusion entre la régionalisation et la décentralisation, à tel point qu'on parle de la décentralisation régionale ou bien la région décentralisée. Donc là, le constituant, il a voulu distinguer la régionalisation de la décentralisation pour justifier cette place de choix accordée à la région. Vous avez là, toujours dans le cadre des garanties constitutionnelles de la régionalisation, à travers la Constitution de 2011, vous avez le titre 9
qui est intitulé des régions et des autres collectivités territoriales. Donc là, le constituant reconnaît à la région parce que si le titre était intitulé des régions et des collectivités territoriales, là on peut songer à la séparation, mais quand même, puisque les régions et des autres, parce qu'il y a la région et il y a les autres collectivités territoriales. Mais quand même si on a maintenu le caractère décentralisé à la région, ça reste une collectivité qui dispose d'une place de choix par rapport, on va voir dans quel domaine et quelles sont les implications de ces dispositions. Dans le cadre législatif et en transposant en application des dispositions constitutionnelles, vous avez l'article 5 de la loi 111-14. La loi 111-14, c'est la loi qui réglemente le cadre juridique des régions. Donc, l'article 5 dispose en substance que, en application des dispositions de l'article 143 de la Constitution, la région assure un rôle prééminent, et là c'est là où on peut dénicher la suprématie, entre guillemets, parce que la Constitution prévoit aussi qu'aucune collectivité ne peut exercer de tutelle sur l'autre. Donc là, la région dispose d'une sorte de prééminence par rapport aux autres collectivités territoriales dans des domaines qui sont bien précisés. D'abord, vous avez le domaine de l'élaboration, l'exécution et le suivi des programmes de développement régional et des schémas régionaux d'aménagement du territoire. C'est ça. Et c'est donc là, le législateur n'a fait que reprendre ce qui a été déjà précisé dans la Constitution. Donc, dans le cadre de la réalisation, l'exécution et le suivi des programmes de développement régional, quand on parle de programmes de développement régional, c'est des programmes qui arrêtent les grands projets structurants du développement au sein de la région. Et ça a un caractère économique, un caractère de développement très important. Et vous avez la prééminence de la région en matière de SRAT, les schémas régionaux d'aménagement du territoire. On va revenir à ces schémas plus tard. Et là, la loi pose la condition du respect par la région des compétences propres des autres collectivités territoriales pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, pour qu'il n'y ait pas de tyrannie d'une collectivité sur une autre. Parce qu'on a toujours on a toujours pensé à la région comme étant une collectivité supérieure par rapport aux autres. Mais la réalité au Maroc, c'est que la région elle a été toujours marginalisée. C'est peut-être que la région, actuellement, à travers ces lois, la loi 111-14 et à travers la consécration constitutionnelle, elle a voulu, comme si elle a voulu prendre sa revanche par rapport à son passé. Et actuellement, il est rehaussé au rang de collectivité territoriale déterminante par rapport au développement économique et par rapport à l'aménagement du territoire. Donc, elle doit, dans la réalisation de ses attributions, respecter les attributions des autres collectivités territoriales. Et les pouvoirs publics, que ce soit nationaux ou bien les administrations déconcentrées, sont appelés à collaborer avec la région dans la réalisation de ces missions. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport aux garanties constitutionnelles de la régionalisation. C'est une collectivité qui dispose d'une consécration constitutionnelle et législative, et dispose de la qualité de collectivité territoriale, et dispose d'une sorte de suprématie, de distinction par rapport aux autres collectivités dans tous les domaines qui touchent essentiellement le développement économique et social de la région. Et ça, la place de la région dans le cadre de la réforme de la régionalisation avancée. Mais là, il faut faire attention, parce qu'il y a des personnes qui font la confusion entre le statut d'autonomie et la régionalisation avancée. Rien à voir, donc c'est pas le même cas. Et la régionalisation avancée, on parle de la régionalisation graduelle ou avancée, c'est qu'elle avance vers plus d'autonomie administrative, plus de compétences, plus d'attributions et plus de valorisation des ressources de chaque région. D'accord? C'est ça le contexte général de la réforme
de la régionalisation avancée. Bien sûr, c'est le résultat de tout un processus de construction régionale qui a été déclenché depuis les années 70, depuis 1971. Et même avant 1971, c'était une politique de planification qui a été mise en place. Ce n'est pas le résultat donc c'est pas un produit ex nihilo qui est tombé comme ça du ciel, mais il s'inscrit dans la continuité des réformes déjà établies. Et là, je reviens au caractère imbriqué parce que après l'apparition de la réforme de la régionalisation avancée, il y a certains spécialistes, certaines personnes qui parlaient d'une transposition du cadre communal au niveau régional. C'est ce qui justifie le fait que le législateur et le constituant ont voulu faire sortir la région de l'ombre de la commune et lui donner une place privilégiée. Mais il faut se méfier aussi parce que de l'autre côté, on va voir qu'il y a pas mal de dispositions qui sont communes et aux collectivités communales ainsi qu'aux collectivités provinciales et régionales. Donc, c'est ça le cadre général de la régionalisation, de la réforme de la régionalisation avancée. Maintenant, il se pose une question par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'identité juridique de la région. Si je vous ai dit au départ que la région de 1971, les régions économiques souffraient d'un déficit d'identité, n'étaient pas identifiées juridiquement. La loi 111-14 définit la région comme étant une collectivité. Là, c'est la définition de la loi et non pas de la Constitution. D'accord ? La région est une collectivité territoriale de droit public. Ça veut dire que c'est une personne morale de droit public dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative. C'est pour la première fois que le législateur insiste sur le type d'autonomie dont jouissent les régions pour écarter tout doute sur l'autonomie politique, ou bien pour ne pas laisser penser à une sorte d'autonomie. Donc, elle est dotée de l'autonomie administrative et de l'autonomie financière. Ça veut dire qu'il dispose d'une autonomie dans la gestion des affaires régionales et il dispose de l'autonomie financière dans le cadre dans la gestion de ses ressources financières, etc. C'est tout un autre chapitre de la régionalisation. Elle constitue et c'est très important, les régions constituent, s'il vous plaît, parce que là, ça justifie ce qu'on a dit tout à l'heure concernant la place de la région, la nature de la région par rapport aux autres collectivités. Je vous ai dit que ce n'est qu'une collectivité parmi d'autres. La région n'est qu'une collectivité territoriale à l'instar de la commune et de la province. Donc là, le législateur justifie bien ce que j'ai dit, précise qu'elle constitue l'un des niveaux de l'organisation territoriale décentralisée du royaume. Il y a certains spécialistes qui se sont basés sur cette disposition de l'article 3 de la loi 111-14 pour dire que la régionalisation avancée, ce n'est qu'une politique, ce n'est donc s'inscrit dans le contexte général de la décentralisation et de la régionalisation au Maroc, et la région, elle est appréhendée, que ce soit par le législateur ou la constituant, que dans le cadre d'une collectivité territoriale comme toutes les autres collectivités. Donc ça, c'est la disposition de l'article 3 de la loi 111-14. Pour récapituler, donc la région, c'est une collectivité territoriale qui dispose de l'autonomie financière et de l'autonomie administrative. Maintenant, on va passer, après avoir spécifié la nature de la région dans le cadre de la réforme de la régionalisation avancée, là j'ai insisté sur sa nature juridique, ce qui nous permettra par la suite, vous rappelez ce qu'on a vu hier au niveau des séances de TD, on a fait la comparaison entre les trois collectivités territoriales, et je vous ai dit que dans pas mal de dispositions, dans pas mal de situations, on va voir qu'il y a de grandes
ressemblance entre les trois collectivités territoriales. Et s'il n'y a pas de ressemblance totale, il y a des similitudes. D'accord? Oui, entre les trois collectivités, la commune, la province, la préfecture et la région. Concernant l'organisation régionale actuelle, vous avez le texte de la loi 111/14 qui traite donc, toutes les dispositions qui concernent l'organisation de la région. Nous, on va travailler sur quelques aspects de cette organisation. Il est impossible de tout travailler, donc de tout voir par rapport à notre cours, et du moment où la séance elle est réservée à l'organisation régionale, on va essayer de traiter les principaux éléments qui reflètent cette organisation territoriale par rapport à la loi 111/14. D'accord? Donc, on va voir la composition du conseil et son mode d'élection. Je souligne là, j'insiste sur le mode d'élection parce que c'est là où on va dénicher l'innovation par rapport au texte précédent. Les compétences de la région, et c'est un domaine très important qui permet de faire la distinction entre la commune en matière de compétences, c'est ce qu'on a vu. Les attributions du président du conseil régional, et on va voir qu'il y a plusieurs ressemblances entre les compétences des différents présidents des collectivités territoriales. Et on va voir la question du contrôle administratif qui s'exerce sur les régions ainsi que les mécanismes de démocratie participative. On va passer brièvement sur cet aspect parce que c'est presque les mêmes conditions, à part le nombre des pétitionnaires, le nombre des signataires, parce que là, la population de la région elle est beaucoup plus importante que la population de la commune ou bien de la province et la préfecture. Et en fin de compte, on va voir un petit peu l'organisation et les missions des AREP. C'est des établissements publics qui sont institués par la loi 111/14 auprès des conseils régionaux afin de l'aider à assurer ses missions en matière de développement économique et social. Donc là, on va commencer par la composition du conseil de la région. Donc le conseil de la région, il est composé par les conseillers, d'accord, les élus qui ont pu accéder au poste d'élu ou bien au statut de l'élu à travers des élections. Et là, je reviens au principe dont on a parlé tout à l'heure, le principe du choix démocratique, bien le choix démocratique des gestionnaires régionaux. Donc, l'innovation principale, et c'est l'une des principales recommandations de la Commission royale consultative sur la régionalisation, à travers le rapport qu'elle a présenté, c'est que les membres du conseil, les conseillers régionaux doivent être élus au suffrage universel direct. C'était ça la principale recommandation. Et pour que les conseillers puissent jouir de cette légitimité démocratique, à l'image de ce qui se passe au niveau de la commune, les élections doivent être organisées selon le mode de scrutin direct et les membres du conseil sont élus pour une durée de 6 ans, comme c'est le cas pour les autres collectivités territoriales. Donc, dans le cadre de ce mode de scrutin, l'élection directe, on peut faire la comparaison entre les trois. Comme je vous ai dit, il faut toujours envisager les choses par rapport à vos révisions selon une approche comparative. Donc, pour les trois collectivités territoriales, qui peut me rappeler le mode d'élection des membres du conseil? Oui? La commune, c'est le scrutin universel direct. Oui? Oui. La préfecture et la province, c'est le scrutin indirect. La région, c'est le scrutin direct, scrutin universel direct. Donc là, c'est une innovation très importante pour la région parce que les Marocains ont participé pour la première fois en septembre, si je me rappelle, septembre 2015, aux élections des conseillers régionaux. Et c'est une innovation importante qui réconforte le caractère démocratique de la gestion des affaires régionales.
Les mêmes au niveau des inéligibilités. C'est quoi les inéligibilités? C'est les situations qui ne permettent pas, qui bloquent. Non, ce n'est pas les incompatibilités. Donc les inéligibilités, c'est les situations qui bloquent, qui ne permettent pas aux personnes ou bien aux citoyens d'être éligibles, de se présenter aux élections. D'accord? Donc vous avez plusieurs cas d'inéligibilité qui sont bien précisés, donc pour les naturalisés, les personnes, les magistrats, etc., les personnes qui occupent certains postes qui n'ont pas le droit de se présenter aux élections en tant que conseiller ou bien en tant qu'élu. Donc je vous renvoie au code électoral qui dresse la liste des inéligibilités et qui sont communes pour toutes les collectivités territoriales. Là, on voit comment est-ce que la commune, elle est traitée comme, la région est traitée comme sur le même pied d'égalité par rapport aux autres collectivités territoriales. Pour les incompatibilités, oui, ceux qui accèdent à la nationalité marocaine. Oui. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Donc, concernant la structure, on va voir les cas d'incompatibilité quand on va arriver à la partie réservée au président du conseil régional, au niveau du membre du conseil. Concernant la structure, vous avez devant vous un schéma qui récapitule généralement la structure de la région et qui ne sort pas de l'ordinaire, parce qu'on a vu le même schéma au niveau de la commune et au niveau de la province et la préfecture. Donc, la commune, au niveau de la structure, vous avez au sommet de la hiérarchie, il y a qui? Le président, oui. Le président, vous avez le président, le bureau, qui compose le bureau. Les vice-présidents, non? Le vice-président, d'accord? Et vous avez les commissions. La loi permet à la région de composer, là c'est les commissions permanentes, de composer soit minimum 3 commissions, maximum 7 commissions, d'accord? Et les autres membres du conseil qui ne sont ni président ni élus, ni président ni vice-président, c'est eux qui composent les commissions. Donc, les conseillers sont répartis au niveau des commissions et ils participent aux travaux des commissions. Chaque commission elle est présidée par un président de la commission qui est élu lui aussi par ses collègues. Donc, la loi insiste sur 3 commissions obligatoires. Vous avez, et là, ça reflète aussi même la nature de la région par rapport aux collectivités. Vous avez la commission du budget, des affaires financière et de la programmation. La même commission, elle est prévue pour les autres collectivités. Vous avez la commission réservée au développement économique, social, culturel et environnemental. Et il y a la commission de l'aménagement du territoire. Non, elles sont présidées par des présidents de commission. Chaque commission, elle est présidée par un président qui est élu par ses collègues. Mais la loi oblige le conseil, et ça doit être contenu dans le règlement intérieur du conseil, d'attribuer une commission à l'opposition. Une commission parmi les commissions du conseil, ça peut être 3, 5, 7, doit être présidée par l'opposition pour donc ne pas marginaliser aussi les partis de l'opposition dans la mesure où au sein de la collectivité territoriale, il y a la majorité. Donc à l'image de ce qui se passe au niveau national, il y a la majorité, il y a aussi l'opposition. Les cas d'incompatibilité en matière au niveau des fonctions du président, donc, et c'est aussi l'une des innovations de la loi 111-14 qui a voulu écarter le caractère qui était prédominant, celui du cumul des mandats. Donc les fonctions du président ou de vice-président du conseil régional sont incompatibles. C'est quoi l'incompatibilité? Ça veut dire qu'on ne peut pas exercer les deux fonctions en même temps. Donc soit vous êtes président d'une région, soit vous êtes autre chose. Mais là, la loi dresse la liste
des cas d'incompatibilité pour le poste de président. Donc les fonctions de président ou vice-président du conseil régional sont incompatibles avec celles du président ou vice-président du conseil d'une autre collectivité. Donc il est incompatible que la personne soit président d'une commune et d'une région, ou bien d'une commune et d'une province, le conseil d'une province. Donc c'est ça les cas d'incompatibilité, c'est pour éviter les cumuls de mandats. Ou bien d'une chambre professionnelle ou autre, là vous avez la loi qui précise les cas d'incompatibilité. Autre chose, c'est que la fonction du président du conseil régional ne peut être cumulée avec la qualité de membre du gouvernement, d'accord? Et c'est oui. Oui, effectivement. Oui, et vous avez là la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers, le Conseil économique et social, etc. Donc là, oui, parce que là, c'est incompatible. Il ne peut pas cumuler les... Sinon, il va tomber dans des cas d'incompatibilité qui génèrent directement sa révocation. Donc, concernant le domaine le plus important dans la réforme de la régionalisation avancée, c'est le domaine des compétences de la région. Et c'est là où, comme je vous ai dit hier, on va dénicher vraiment qu'il y a une différence entre les trois collectivités. Mais j'ai parlé de différence et non pas de séparation en matière de compétences, parce qu'il y a une complémentarité entre les trois collectivités territoriales. Mais dans le cadre de cette complémentarité, le législateur a renvoyé à des mécanismes, d'autres mécanismes qu'on n'a pas encore vus, qui permettent la mutualisation des efforts entre les trois collectivités territoriales pour la réalisation de compétences précises. Par exemple, dans le cadre de l'intercommunalité, les régions et les autres collectivités locales, territoriales, peuvent créer des groupements de régions, ou bien de groupements de collectivités territoriales qui permettent à ces groupements de mutualiser, comme je vous ai dit, les efforts et les moyens financiers et qui permettent une meilleure gestion des affaires des localités. Donc là, c'est tout un autre domaine qui concerne la coopération entre les collectivités ou bien l'intercommunalité tout simplement. Actuellement, on ne parle plus de compétences consultatives. Oui, je vous ai dit là, on a parlé de ça avant. Je vous ai dit hier qu'avant la réforme de la régionalisation avancée de 2015 et avant la réforme de la Constitution de 2011, les régions disposaient des compétences propres, des compétences consultatives et des compétences transférées. D'accord ? Mais actuellement, avec la réforme, on ne parle plus de compétences consultatives, on parle de compétences partagées. Et comme vous m'avez dit, c'est quoi les compétences consultatives? Je vous ai dit que c'est des compétences où la région n'est que consultée. Par exemple, l'État veut réaliser. Donc l'État prend l'avis du Conseil pour la réalisation de ses attributions. Et parce que ça concerne le territoire de la région. C'est ça la différence. Donc actuellement, on ne parle plus de compétences consultatives. On parle de compétences propres, la même trilogie qu'on a déjà vue pour les autres collectivités territoriales. Et c'est précisé dans la Constitution. C'est la Constitution qui a arrêté ces trois types de compétences. Donc maintenant, on va voir les compétences de la région. Je sais très bien que j'ai sauté pas mal de dispositions. C'est impossible de travailler sur tout le texte, mais quand même, j'essaye de choisir les étapes plus importantes, les cas les plus importants qui peuvent être étudiés dans le cadre de la réforme régionale. Concernant les compétences, vous avez l'article 80 de la loi 111, l'article 80 de la loi 111-14, où le législateur insiste sur le rôle essentiellement économique de la région. Et là, vous vous rappelez, quand je vous ai dit tout à l'heure, que le législateur, quand il a institué en 1971 les régions économiques,
Donc, c'est pour l'objectif, dans le but de réaliser une sorte d'équité entre le territoire, les régions nationales, et pour pallier aux grands déséquilibres dont souffraient les régions, des équilibres hérités bien sûr du protectorat. En 1997, on a voulu consacrer, pour comprendre chaque réforme, il faut la mettre dans son contexte historique. On a voulu consacrer une sorte de reconnaissance de l'identité territoriale, l'identité régionale, en optant pour les 16 régions et en leur donnant des noms. Actuellement, avec la régionalisation avancée, il y a la conviction à l'unanimité du rôle économique, essentiellement économique, de la région. Ceci se répercute sur plusieurs situations. D'abord, au niveau du découpage régional, parce que, effectivement, 12 régions, parce que avec la régionalisation avancée, et là, les 12 régions, c'est la proposition de la Commission royale. Parce que la Commission royale, elle a proposé le réaménagement de la carte régionale marocaine en réduisant le nombre des régions. C'était 16. On a réduit le nombre des régions, mais tout en gardant un esprit d'intégration régionale et interrégionale dans le cadre du découpage. Donc, on sait aussi en matière de découpage régional, l'État s'est référé aussi des recommandations du schéma national d'aménagement du territoire. Parce que le schéma national, le SNAT, il a proposé 13 régions. C'est vrai qu'on n'a pas pris les mêmes délimitations territoriales, mais la connotation économique était forte. Et il a largement influencé le découpage régional actuel. Donc, actuellement, les régions existantes, les 16 régions ont disparu. On les a remplacées par 12 régions et même les noms des régions ont disparu. On ne parle plus de la région de ou autre. On parle de la région Knesfes, la région Rabat, Kaza, Stas, etc. Donc, c'est une sorte de découpage qui permet une intégration régionale et qui permet une sorte de consolidation et une sorte de coopération entre les différentes collectivités territoriales régionales, que ce soit en interne, intra-régional ou bien interrégional. Donc là, on est revenu aux soucis économiques, on est revenu à l'aspect essentiellement économique de la région et on lui a accordé à travers le texte législatif des attributions très importantes en matière économique. On se soucie peu de l'identité de la région parce que l'État n'a pas voulu jouer sur cet aspect, mais le plus important, c'est générer un développement économique régional qui pouvait se répercuter sur le développement national. C'est ça l'objectif principal du découpage régional en 12 régions après les réformes de la régionalisation avancée. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu au niveau de l'article 80 de la loi 111-14 qui précise que la région est là. Le législateur insiste sur son aspect économique, comme j'ai dit. Je cite l'article, donc la région est chargée à l'intérieur de son ressort territorial des missions de promotion de développement intégré et durable, d'accord, à travers son organisation, à travers l'organisation de la région, l'organisation de ce développement durable, la coordination et le suivi. Et là, l'article dresse une liste des domaines qui permettent cette intégration régionale. Vous avez parmi les matières, il y a 4 ou 5, je crois, 5 matières qui permettent cette intégration et qui réconfortent ce rôle économique de la région. Vous avez d'abord l'amélioration de l'attractivité économique de l'espace régional. C'est très important parce que là, on ne joue pas seulement sur l'aspect développement, mais il y a l'attractivité économique de la région qui doit être prise
être prises en compte dans le cadre des interventions du Conseil régional, la bonne utilisation des ressources naturelles, leur valorisation et leur préservation, l'adoption des mesures et des actions d'encouragement de l'entreprise, et là on vise beaucoup plus l'investissement régional par un système donc d'encouragement des entreprises pour qu'ils viennent investir sur le territoire de la région, ainsi que l'environnement de l'entreprise. Et là, ça nous renvoie aussi aux mécanismes participatifs qui ont été déjà évoqués dans le cadre de l'action du conseil communal et des membres aussi du conseil. Donc, le conseil régional doit faciliter la domiciliation des activités génératrices de richesse, de revenus et d'emplois. Et la coordination et la réalisation du développement durable, ainsi que l'amélioration des capacités de gestion des ressources humaines. Là, vous voyez, je vous renvoie à l'article 80. Je n'ai pas encore donc arrêté tous les... Oui. Pour l'exécution des projets, est-ce que ce sont des affaires propres à la région ou est-ce qu'on confie aux collectivités communales? Pour l'exécution du projet, des projets de développement, il y a là plusieurs procédés. Donc, il y a des projets qui peuvent être initiés et réalisés par la région elle-même, mais il y a des projets qui peuvent être initiés par les autres collectivités et la région peut être intégrée dans le cadre de leur réalisation, mais comme il y a des projets qui peuvent être initiés par l'État et qui vont être implantés sur le territoire de la région, c'est dans ce cadre que le législateur a prévu ce qu'on appelle les compétences partagées. Ces attributions qui ne peuvent être réalisées que si elles sont partagées entre l'État. Et là, quand on parle de partage, ça se fait donc le partage au niveau de la réalisation, mais au niveau aussi du financement. Le financement, le suivi, etc. des projets. Il ne faut pas songer à l'action territoriale par rapport à cette répartition entre les trois collectivités. Ça facilite l'action, mais l'action, elle nécessite l'intégration, nécessite l'engagement de toutes les collectivités, tout en respectant les attributions législatives de chaque collectivité. Et toujours cette coopération, cette coordination, c'est ce que justifie ce que j'ai dit tout à l'heure concernant l'intercommunalité ou bien la création de groupements de collectivités territoriales. La commune, la province et la région peuvent créer un seul groupement dans l'objectif de réaliser un ou plusieurs domaines bien déterminés. C'est intimement lié dans le cadre de cette mutualisation dont j'ai parlé des projets, des efforts. Donc là, vous voyez que le législateur a voulu insister sur le caractère essentiellement économique de la région, et c'est ce qui fait la distinction entre la décentralisation et la régionalisation, dans la mesure où la régionalisation, c'est une politique qui vise un développement régional intégré, équitable, et aussi une répartition de l'emploi, des ressources, des richesses de façon équitable entre les différentes parties de la région, alors que la décentralisation, ça vise beaucoup plus la gestion en subalterne, la gestion au niveau des degrés subalternes par rapport à la région, des affaires locales. Et c'est ce qui justifie le fait que le législateur a attribué à chaque collectivité un statut à part. Et même quand on parle de collectivité, on songe à telle ou telle collectivité territoriale. Donc la région, elle est investie des compétences propres, des compétences partagées avec l'État et des compétences transférables. Maintenant, on va voir les compétences propres au niveau de et le législateur, dans la loi 111/14, il a bien précisé la nature des compétences propres et leur mission. Pourquoi a-t-on même accordé à la région des compétences propres? C'est quoi les compétences propres de la région? C'est des compétences qui sont dévolues à cette collectivité dans un domaine déterminé de manière à lui permettre d'accomplir les actes relatifs à ce domaine. Donc c'est la définition du texte, ce n'est pas la mienne, c'est la définition du législateur. Donc il définit les compétences propres comme étant
des compétences dévolues à la région dans un domaine déterminé et qui lui permettent d'accomplir les actes relatifs à ce domaine, notamment la planification au niveau de la réalisation de ces compétences, la programmation pour la mise en place de ces attributions, la réalisation de ces attributions et le suivi et la gestion de ces attributions. Donc, c'est des compétences qui relèvent essentiellement de la sphère de la collectivité régionale. Concernant les compétences partagées, je vais vous donner maintenant les définitions de chaque compétence, puis on va voir de façon détaillée la nature des attributions accordées aux collectivités régionales. Concernant les compétences partagées, partagées avec qui? Effectivement, donc c'est des compétences qui sont détenues par l'État, qui sont de l'attribution de l'État et qu'il peut partager avec la région. Comment sont-elles définies? Donc, ce sont des compétences partagées entre l'État et la région en tant que collectivité, et qui comporte les compétences dont, c'est le plus important, les compétences dont, ça répond à votre question. Donc ça évoque les compétences dont l'exercice s'avère efficace lorsqu'elles sont partagées. Ça veut dire, ni là l'État ne peut les exercer en entier, ni là la région. Il doit y avoir un partage de missions et de responsabilités pour que la compétence soit attribuée, soit assurée de façon efficace. Oui, il y a la possibilité, ce n'est pas le partage, mais le transfert même de la compétence. Donc la commune peut transférer une compétence à la province et vice-versa. Donc il y a tout un système de transfert. Je vous ai déjà parlé de ce transfert de compétences. Quand on a parlé du transfert de pouvoir, de signature, la délégation, pardon, on a parlé de la délégation de signature sous la responsabilité, et je vous ai dit que les collectivités peuvent déléguer. Une collectivité peut déléguer à une autre l'exercice d'une attribution qui revient de son propre domaine. D'accord? Donc, l'exercice de ces compétences partagées peut se faire sur la base des principes de progressivité, le principe de progressivité et le principe de différenciation. On en a déjà parlé. Inutile de revenir sur ces principes. Oui? Oui, on va voir le troisième. Parce que le troisième, ça revient à un caractère un petit peu spécifique par rapport aux deux. Généralement, ça suppose l'octroi ou bien le partage d'une compétence entre l'État et une région, et non pas une région telle, la région A ou région B, et non pas la région C ou la région D. Donc ça dépend de la nature de l'attribution, ça dépend des besoins même de la région. Vous avez des compétences transférées et c'est là où le législateur a posé la possibilité pour une compétence transférée de se transformer en compétence propre. Donc les compétences transférées, c'est quoi? C'est des compétences qui sont transférées de l'État à la région de manière à lui permettre l'élargissement progressif de la sphère de ses compétences propres. Comme vous le savez, le législateur, il a arrêté le domaine des compétences propres, mais il a prévu la possibilité pour la région d'élargir la sphère de ses attributions à travers un transfert qui se fait de l'État vers la région. Tout simplement, pour simplifier les choses, l'État peut transférer à une région une compétence qui est bien précisée dans le texte. Et en fin de compte, cette compétence se transforme d'une compétence transférable vers une compétence, elle devient une compétence propre à la région. Mais là, c'est ça le principe de progressivité. Donc, on ne peut pas tout accorder en bloc aux régions. Le législateur permet donc l'acquisition petit à petit de compétences de façon graduelle et progressive, à tel point
qu'on peut se trouver devant une région qui arrive à avoir toutes les attributions propres et transférées. Et là, le nombre de compétences varie d'une collectivité à une autre. C'est ça le principe de différenciation. La différenciation. Il n'y a pas un statut en matière de compétences, il n'y a pas d'égalité, pardon. Et ça dépend de la nature, comme je vous ai dit, de la compétence de la région, mais ça dépend de ses moyens financiers, de ses ressources, ses moyens humains, etc. Donc là, dans le cadre, il y a un petit détail à signaler au niveau des compétences transférées qui peuvent se transformer en compétences propres. Le législateur, dans le cadre de la loi 111/14, prévoit une révision de la loi, de cette loi même. Donc, pour transformer en une compétence, donc le législateur renvoie à une réforme de la révision de la loi en question. Donc ceci, c'est une disposition très importante et elle est nouvelle par rapport à ce type de compétences. Maintenant, on va voir la nature, la liste des compétences propres de la région. Et là, on va répondre à la question suivante. Donc, quels sont les domaines? Voilà, les domaines d'intervention propres de la région. Donc, vous avez une liste bien précise des domaines d'intervention de la région, comme toutes les autres collectivités territoriales. Vous vous rappelez, quand on a parlé des compétences propres de la commune, la principale compétence, c'est l'élaboration du plan d'action, le PAC, le plan d'action communal. La province, elle est aussi habilitée à réaliser son plan d'action provincial, le PAP. La même chose pour la région. Elle doit élaborer au cours de la première année de son mandat son plan d'action régional. C'est le PAR. Et le PAR, il est élaboré dans les mêmes conditions que les autres collectivités. Il n'y a pas de différence. Selon les mêmes principes, révisables à mi-chemin, ça veut dire au bout de 3 ans. Et là, dans le cadre de ce programme, de ce plan de développement, le Conseil arrête les domaines, bien les projets qui sont donc arrêtés au niveau de la délibération et qui peuvent être réalisés soit au bout de 3 ans ou bien même jusqu'à l'expiration des 6 ans, ça veut dire la durée de son mandat. Donc, vous avez l'élaboration du plan d'action régional, le PAR. Deuxième attribution, c'est l'élaboration du SRAT, le schéma régional d'aménagement du territoire. Dans ce cadre, en matière d'aménagement du territoire, je tiens à souligner que nous avons 2 types de schémas. Vous avez le schéma national d'aménagement du territoire qui est élaboré à long terme et qui prévoit les situations en matière d'aménagement, les situations futures, ou bien prévoit des projets futurs en matière d'aménagement, comme il prévoit les situations d'urgence où l'État doit intervenir en urgence. Par exemple, le cas des oasis, le cas de la désertification, la rareté en ressources, la rareté de l'eau, etc. Mais il prévoit des aménagements du territoire, des aménagements des politiques nationales à long terme. La même chose pour le SRAT. Le SRAT, c'est un schéma qui prévoit aussi des mesures en matière d'aménagement du territoire et lui aussi il joue sur le long terme. Donc le schéma régional d'aménagement du territoire, il est élaboré par la région, par le conseil régional en collaboration avec le wali de la région. Et là, je vous renvoie à l'article de la Constitution, je me rappelle 145 ou autre, je ne me rappelle pas le chiffre, qui précise, s'il vous plaît, monsieur, cet article qui précise les missions du gouverneur et du wali. Donc on a parlé des missions du gouverneur au wali au niveau du contrôle administratif. Parmi les missions de ces autorités, c'est la collaboration
avec les autorités régionales et les autres collectivités territoriales en matière d'élaboration des schémas régionaux d'aménagement du territoire. Donc, le gouverneur, le Wali, exerce un rôle, une mission d'assistance, de soutien, d'orientation, etc., à l'égard du président du Conseil de la région dans la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement du territoire. Ceci veut dire que chaque région doit avoir son propre schéma régional d'aménagement du territoire, tout en respectant les orientations déjà précisées dans le SNAT, ça veut dire le schéma national d'aménagement du territoire. C'est quoi un SRAT? C'est quoi un schéma régional d'aménagement du territoire? La définition du SRAT, elle est tout à fait sollicitée dans la mesure où dans pas mal de situations, on fait la confusion entre le schéma régional et les lois établies dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme. D'abord, le schéma national, le schéma régional, à l'image du schéma national, c'est un document d'orientation. Ce n'est pas un texte de loi. Il ne dispose pas de la valeur normative. C'est un document d'orientation qui permet au Conseil d'avoir une vision perspective, une vision à long terme des grands projets structurants de la région et qui prend en considération les éléments suivants. D'abord, il prend en considération les potentialités de la région, mais il prend aussi en considération les faiblesses, les problèmes de la région et il essaie de proposer des solutions permettant de dépasser les problèmes de sous-développement, les problèmes donc, de précarité, etc. Donc c'est un document d'orientation qui fixe les grandes orientations d'organisation de l'espace régional. Ces orientations sont co-construites. Quand je dis co-construites, ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs qui élaborent et qui construisent ces orientations. Donc, elles sont co-construites avec les autres collectivités territoriales. Pourquoi les autres collectivités territoriales? Parce que la région, en fin de compte, côté territorial, elle est un ensemble. Elle est donc l'addition de plusieurs entités territoriales. Il y a les communes urbaines, les communes rurales, il y a les provinces, les préfectures, et la région ne peut pas élaborer son propre schéma en ne prenant pas, donc, sans prendre en considération les demandes, l'avis, donc la consultation. Oui. C'est pas le partage, c'est le principe de la participation, la consultation et la concertation avec les différents acteurs. Mais le partage se fait seulement au niveau des compétences qui peuvent être partagées entre l'État et les régions. Donc là, c'est un système de concertation, de collaboration et non pas de partage. Donc, le SRAT élabore un cadre général de développement régional intégré et durable, parce que là, on insiste beaucoup sur le développement durable. Même la charte nationale d'aménagement de territoire, dénommée la charte nationale d'aménagement de territoire et de développement durable. Donc là, on fait toujours la liaison entre l'aménagement du territoire et le développement durable. Il détermine aussi les choix des équipements et des grands services au sein de la région, comme il détermine, dans le cadre des objectifs du SRAT, les projets de développement, les projets structurants de développement régional, ainsi que les mesures de leur valorisation. Donc là, c'est un document d'orientation très important qui permet à la région d'avoir une clarté de vision par rapport à ce qu'elle projette. Et là, les SRAT sont toujours réalisés à long terme. Par exemple, on peut réaliser un SRAT sur le temps de 20 ans, 15 ans ou plus. Ça dépend de la nature du SRAT, schéma réalisé. Dans le domaine du développement économique, la région dispose de compétences très importantes. Là, je tiens à souligner, juste un petit avertissement, vous n'avez pas toutes les attributions de la région en matière. Ce que vous avez devant vous, c'est quelques compétences, alors que la liste est tellement importante et qui permet à la région d'intervenir dans des domaines qui ont un rapport avec le développement économique de
de la région. Donc vous avez le soutien aux entreprises, vous avez la domiciliation et l'organisation des zones d'activité économique dans la région. Et là, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure concernant l'attractivité de la région. Parce que là, la région ne peut pas se développer sans qu'il y ait une politique économique attractive qui permet aux acteurs de la région et aux acteurs externes de profiter des ressources de la région pour générer un développement régional intégré au sein. Parce que le SMAT, parmi ses recommandations, c'est d'abord travailler sur l'intégration intra-régionale au sein de la région. C'est peut-être ce qui justifie le fait que côté superficie territoriale, la région de Casablanca, qui était la plus petite région au niveau du découpage de 1997, c'est un petit peu étalé au niveau des régions avoisinantes. On parle actuellement de la région de Casablanca, il y a Stat, il y a Jdida, etc. C'est pour créer une sorte d'intégration intra-régionale en matière de développement économique, mais aussi pour créer des blocs, des régions en tant que blocs économiques très importants. Des pôles économiques qui permettent une sorte de développement économique, soit au niveau régional, et qui va générer par la suite des répercussions bénéfiques pour le développement national. En fin de compte, c'est le développement national qui est pris comme étant l'objectif ultime de toute politique de développement régional. Donc vous avez là une liste de domaines, vous avez l'aménagement des routes, des circuits, et le législateur a attribué aux régions des compétences en matière de développement rural aussi. Parce que, d'après ce qu'on a dit la dernière fois concernant les domaines d'intervention de la province et la préfecture, vous avez le domaine social et le domaine rural. La région aussi dispose d'attributions dans ce domaine. Là, vous avez la promotion du tourisme dans le monde rural. Et là, vous voyez que tous ces domaines tirent d'air tout ce qui est activité économique, etc. La promotion des marchés de gros régionaux, la création de zones d'activité artisanale, etc. Donc là, vous avez tout un ensemble d'attributions qui concernent le développement économique et social. La loi dresse aussi une autre liste d'interventions de la région et qui touche presque les domaines suivants. Vous avez la formation professionnelle, la recherche scientifique aussi, vous avez le développement rural, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'élargissement de la sphère d'intervention de la région, le développement du domaine du transport, la culture, l'environnement, et là vous voyez toute une liste d'interventions de la région dans les domaines. Il y a aussi la coopération internationale, et les régions ont le droit de conclure des conventions de coopération avec les régions étrangères, bien sûr, tout en respectant les procédures légales mises en place, parce que, comme vous savez, là, les régions n'ont pas de vie internationale et ils n'ont pas le droit d'engager l'État dans les relations internationales sans qu'il y ait donc, sans qu'il passe par les canaux déjà précisés dans les lois et les règlements en vigueur. Donc là, on va passer aux compétences partagées et les compétences transférées. Le législateur, il a aussi, à travers la loi 111-14, il a dressé une liste qui concerne les compétences partagées, et ça concerne aussi toujours le domaine du développement économique à travers l'amélioration de l'attractivité du territoire, l'emploi et la recherche scientifique appliquée. Donc là, c'est une compétence qui peut être partagée et par l'État et avec les collectivités régionales. Vous avez le développement aussi du monde rural, et vous avez toute la liste des attributions qui concernent les compétences partagées et les compétences transférées. D'accord? Là, vous avez, au niveau des compétences transférées, vous avez trois ou quatre domaines qui peuvent être convertis en compétences propres des régions. D'accord?
Et là, le législateur pose, comme je vous ai dit, la condition de révision de la loi 111-14 pour que l'attribution, la compétence soit vraiment une compétence propre des régions. Maintenant, on va voir les attributions du président du conseil régional. Donc, le président du conseil régional, et c'est là où si on dit que le grand gagnant des réformes territoriales de 2015, c'est la région. Pourquoi? Parce que son statut s'est métamorphosé au profit du conseil et de son président. Parce que le président, il a beaucoup souffert d'une marginalisation vraiment frappante. Et on parlait d'un exécutif avec deux têtes, même si c'est le gouverneur ou le wali qui disposait du pouvoir le plus important. Il y avait un déficit démocratique, etc. Actuellement, la région a pris ses revanches et s'est trouvée avec des compétences très, très importantes. Le président du conseil régional, qu'est-ce qu'il fait en tant que président? Et là, je ne vais pas faire la comparaison parce que là, c'est à vous de faire cet exercice. Mais généralement, le président de la région a presque les mêmes compétences que celles du président communal. Donc, parmi ces principales compétences, vous avez quoi? Vous avez l'exécution des délibérations, c'est lui l'exécutif, et c'est un pouvoir qu'il a récupéré et qui était détenu par le représentant de l'État. Il exerce après les délibérations du Conseil le pouvoir réglementaire. Donc on en a déjà parlé, le président communal et le président disposent du pouvoir réglementaire. C'est le pouvoir de produire des décisions, de prendre des décisions en application des délibérations, etc. Et il dirige les services administratifs de la région. Vous voyez que c'est la même chose. Il faut juste donc faire la comparaison pour constater cette ressemblance frappante entre les missions du président régional et les autres présidents des autres collectivités territoriales. Il est le supérieur hiérarchique et de l'administration régionale et il préside aussi le conseil. Et l'exécutif, en même temps, il dispose de l'administration. D'accord? C'est clair? Donc, je ne vais pas trop m'attarder, je ne vais pas m'arrêter sur ces aspects-là. On va passer directement au contrôle administratif qui s'exerce sur le conseil et son président. D'accord? Quand on dit le contrôle qui s'exerce sur le conseil, c'est en sa qualité d'organe délibérant. Parce que le conseil délibère. Et donc, il vote les délibérations. Et les délibérations, c'est quoi en fin de compte? C'est un ensemble de décisions prises au sein du conseil. D'accord? Il a un pouvoir délibératif. Pourquoi est-ce que le président il est assujetti au contrôle? Parce qu'il exerce le pouvoir réglementaire. Il a le droit de prendre des décisions. Donc, les deux pouvoirs sont assujettis au contrôle administratif. Qui exerce le contrôle administratif? C'est là où il y a la différence entre les... C'est clair? Donc, inutile d'insister là-dessus. Le wali de la région exerce le contrôle administratif sur la légalité des arrêtés pris par le président et des délibérations prises par le conseil régional. Donc, le wali, à l'instar de ce qu'on a vu, à l'image de ce qu'on a vu pour la région, le wali exerce le droit d'opposition. D'accord? On va voir qu'il y a une petite différence. Une différence par rapport à la commune en matière de contrôle administratif. Le wali exerce le droit d'opposition. C'est quoi le droit d'opposition? C'est le fait de s'opposer soit à une délibération, préalablement avant qu'il soit exécuté, soit à une délibération, soit à une mesure prise par un arrêté pris par le président en application des délibérations ou bien même les arrêtés à titre individuel. Donc, le wali dispose du droit d'opposition aux délibérations et aux arrêtés du président et c'est le ministre, et c'est là où il y a la différence entre la commune et les autres collectivités et la région. C'est que la saisine
La saisine avec NE à la fin. D'accord? La saisine du tribunal administratif se fait au niveau, par exemple, de la commune qui saisit le tribunal administratif. Le gouverneur, c'est pas le juge. Le gouverneur ou le wali. Oui? Non, la saisine du tribunal administratif. La saisine, c'est quoi? C'est le fait de déposer la requête devant le juge. Par le gouverneur, très bien. Donc, c'est le gouverneur ou le wali, par exemple, pour les communes à arrondissement, c'est le wali qui saisit le juge. D'accord? Pour les autres communes, c'est le gouverneur qui saisit le juge pour lui demander soit la révocation d'un conseiller, du président, l'annulation de la délibération ou bien d'un arrêté. Au niveau de la région, ce n'est pas le wali qui saisit le juge, c'est le ministre. La loi ne parle pas du ministre de l'Intérieur. La loi parle de l'autorité gouvernementale chargée de l'Intérieur. Mais personnellement, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est mon avis personnel parce que c'est toujours le ministère de tutelle. Donc, le ministre de l'Intérieur saisit le juge administratif pour trancher sur la légalité ou l'illégalité des délibérations ou bien des arrêtés. C'est là où il y a différence. D'accord? Au niveau de l'autorité qui exerce le contrôle, là on a parlé de le droit d'opposition. On va voir que ce n'est pas toujours le wali qui intervient. Et pour la saisine du tribunal administratif. Oui? Le juge, très bien. Donc là, pour que là, mais le wali parfois il constate l'irrégularité, mais c'est au ministre de l'Intérieur de demander l'intervention du juge pour saisir le juge administratif. Donc vous avez le visa. Vous vous rappelez quand on a travaillé sur le contrôle administratif au niveau de la commune, il y avait le droit d'opposition, le visa et la substitution. Vous avez oublié. Il y a seulement 3 grands procédés en matière de contrôle administratif. Donc, le visa, normalement, au niveau des autres collectivités territoriales, on a dit que le visa, c'est l'accord. Il y a l'acceptation, comme vous l'avez dit, donc tout simplement, l'acceptation par le gouverneur de telle délibération ou bien de telle décision prise. Donc, là, la loi 111-14 précise que le sang exécutoire. Je suis désolée, ma voix, j'ai perdu la voix. Vous m'avez fait parler hier, donc aujourd'hui. Vous m'entendez bien? C'est clair? Donc la loi précise que ne sont exécutoires qu'après visa dans un délai de 20 jours à compter de la date de leur réception de la part du président du conseil, les délibérations du conseil suivant. Là, on parle des visas à l'égard des délibérations. Et là, le visa, c'est le fait. Oui, très bien. C'est là où il y a... C'est clair maintenant la différence. C'est clair, monsieur? Vous me suivez? Vous avez pigé la différence. C'est clair? En matière de visa, et là, si vous êtes toujours dans le cadre de la comparaison entre les 3 collectivités territoriales. Donc, vous avez les types de délibérations qui sont soumises au visa du ministre de l'Intérieur, ou bien si on veut reprendre les mêmes termes de la loi, l'autorité gouvernementale chargée de l'Intérieur. Donc vous avez les délibérations relatives à la programmation, c'est presque les mêmes catégories qu'on a déjà vues pour les autres collectivités territoriales. Les délibérations relatives à l'organisation administrative de la région, les délibérations relatives à la création des SDR, parce que là, les SDL, c'est pour les communes, les sociétés de développement régional, parce que la région a aussi le droit de créer des sociétés de développement régional, et vous avez toutes les délibérations ayant une incidence financière sur le budget de la région. Ça veut dire donc les décisions qui ont un caractère financier, qui peuvent soit engager
financièrement la région ou autre. Et là, le législateur il a bien précisé les domaines donc, qui sont réservés ou les domaines où les délibérations sont assujetties au visa. Oui. C'est la même situation que j'ai évoquée. La même situation. Le silence vaut acceptation, mais le refus ne donne pas possibilité pour le président de saisir le juge administratif. Mais le silence vaut toujours acceptation. C'est ça le principe général. Donc, pour les délibérations en matière de convention, de coopération internationale décentralisée, de jumelage, elles sont toutes donc soumises au visa de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai, s'il vous plaît, avant de passer à l'agence régionale, à l'arrêt, j'ai vu, vous ne m'entendez pas, maintenant vous m'entendez. Donc, je disais que au niveau des mécanismes participatifs et de droit de pétition, on a déjà vu l'ensemble des conditions qui sont posées par le législateur pour que les citoyens puissent participer à la prise de décision au sein du Conseil. Vous vous rappelez? Donc, là, le législateur a repris les mêmes mécanismes, presque les mêmes dispositions au niveau de la région. Il y a juste le nombre, comme je vous ai dit, le nombre des pétitionnaires, des signataires qui a augmenté par rapport à la population de la région. Mais on a maintenu les deux mécanismes. Vous avez d'un côté la pétition et vous avez la commission consultative. Et c'est les deux, et c'est des mécanismes qui permettent une implication des citoyens dans la gestion des affaires locales et qui permettent la consolidation de cette démocratie participative dont on parle toujours. C'est presque les mêmes dispositions pour toutes les collectivités territoriales. C'est pour cela que je n'ai pas voulu évoquer cet aspect-là par rapport à la réforme de la région, parce que c'est généralisé pour les collectivités territoriales. Maintenant, on va voir un autre aspect de la réforme, de la régionalisation avancée à travers le cadre de l'organisation de la région, c'est la création auprès des régions des agences d'exécution des projets. Et là, c'est juste pour réconforter et pour consolider l'approche du législateur et du constituant à travers la réforme de la régionalisation avancée. C'est le développement économique. Et le législateur a même mis à côté des régions des structures lui permettant de réaliser avec efficacité les grands projets structurants de développement régional. Donc, c'est quoi l'agence régionale d'exécution des projets? C'est un établissement public. D'abord, il dispose de la qualité d'établissement public et c'est un établissement public spécialisé parce que l'établissement public se base essentiellement sur la spécialité, doté d'une personnalité morale, de l'autonomie financière, et il a pour principale mission d'accompagner, d'aider le conseil régional à réaliser ces projets et ces grands projets de développement. Donc, il est soumise à la tutelle parce qu'elle est créée auprès du conseil et elle est soumise à la tutelle du même conseil. Et elle est soumise aussi au contrôle financier de l'État qui est applicable aux entreprises publiques parce que là, on lui a donné la qualité d'un EPIC, un établissement public, industriel ou commercial selon les différentes catégories des établissements publics dont on a parlé, je crois, le chapitre premier. Le chapitre premier, quand on a parlé des différents types de décentralisation, on a évoqué la question de la décentralisation technique, la décentralisation par service. Quelle est la principale mission de l'agence de développement, l'agence d'exécution des projets? Elle a pour principale mission d'assister le conseil régional à maîtriser techniquement, parce que là, ça nécessite
une connaissance technique, donc d'apporter au Conseil une assistance technique dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre de ces décisions portant sur le plan et programme de développement régional. Là, vous voyez qu'il a un rôle très important pour épauler, pour aider le Conseil à surmonter ces handicaps techniques s'il existe. Voilà, donc j'ai presque achevé, j'ai sillonné tous les développements, mais arrêtez, on va récapituler s'il vous plaît, parce que là j'ai sauté pas mal de dispositions concernant l'organisation régionale, mais juste pour récapituler, ce que vous devez retenir par rapport à cette collectivité territoriale, et ça va vous aider même au niveau de vos révisions pour l'examen, même si je n'aime pas évoquer l'examen, mais quand même, quels sont les points les plus importants sur lesquels vous devez vous focaliser par rapport à cette collectivité. On a déjà tranché pour la province, la préfecture et la région, et la commune pour la région. Donc, je vous ai dit qu'il y a pas mal de dispositions qui sont semblables. Donc, vous insistez surtout sur le nouveau statut de la région, et il est préférable d'évoquer cette question d'évolution de la régionalisation. Donc, ce petit parcours historique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pour mieux comprendre la nature de la réforme de la régionalisation avancée et pourquoi c'est une régionalisation avancée. Et j'ai beaucoup insisté au départ sur la tendance, sur la volonté du législateur et du constituant de distinguer la région par rapport aux autres collectivités, tout en lui accordant le même statut juridique. D'accord? Il est distingué par rapport à cette mission, à l'étiquette économique qu'on lui a collée. C'est des régions qui ont une importance économique considérable, mais on a attribué aux régions un statut identique si on veut spécifier, identique à la commune. Le législateur, il a insisté sur l'autonomie administrative pour écarter, comme je vous ai dit, tout doute sur son caractère administratif. Pour résumer, on peut dire en conclusion que la région, ce n'est qu'une collectivité territoriale parmi d'autres, comme les autres. C'est ça la conclusion. Pour ne pas tomber dans la confusion entre la régionalisation avancée et le statut d'autonomie, ou bien la région, collectivité décentralisée selon cette réforme de régionalisation avancée, et la région politique qui est donc consacrée dans le cadre du statut d'autonomie, il faut faire la distinction pour ne pas confondre les choses. Le statut d'autonomie qui est déposé par le Maroc auprès des Nations Unies pour le règlement pacifique du problème du Sahara envisage une régionalisation politique. Ça veut dire une région qui dispose d'un pouvoir politique avec un statut d'autonomie. C'est quoi le statut d'autonomie? C'est un texte juridique qui a la valeur de la Constitution. C'est comme s'il va avoir sa propre Constitution. Oui, mais puisque le Maroc n'est pas une fédération, n'est pas un État fédéral, on ne peut pas accorder à la région une constitution, mais un statut d'autonomie. C'est ce qui se passe ailleurs. C'est ce qui se passe en Espagne. Toutes les régions, les 17 communautés autonomes espagnoles disposent de statut d'autonomie. C'est quoi cette autonomie? Il revêt un caractère essentiellement politique. D'abord, un pouvoir législatif, et là, l'État va partager ce pouvoir législatif avec la région. La région va avoir son propre parlement, ses propres normes juridiques, etc. Et il va avoir un système exécutif avec un chef de gouvernement, des ministres et des cabinets, etc. Donc toute une administration centrale qui est calquée au niveau territorial, au niveau régional. Donc ceci n'est pas permis
dans le cadre de la régionalisation avancée. Donc, la régionalisation avancée insiste essentiellement sur l'autonomie administrative. C'est clair? Donc, pour ne pas tomber dans des confusions, parce que pas mal d'étudiants me posent des questions où il y a cette confusion flagrante. Bon, si vous avez maintenant des questions, vous avez la parole. Essayez seulement, avant de vous donner la parole s'il vous plaît, essayez de travailler sur le statut juridique de la région, le statut juridique du président, oui, dans le cadre de vos révisions. C'est travailler, oui, effectivement. Insistez, oui. Vous insistez. Votre téléphone, il est en train de sonner. Quelqu'un qui vous appelle. D'accord. Donc vous avez la composition du conseil, les compétences de la région et les compétences du président de la région. Si vous maîtrisez ces trois éléments, c'est largement suffisant pour moi. Et de pouvoir positionner la régionalisation avancée par rapport à l'évolution dont je vous ai parlé, ainsi que la différence entre la régionalisation avancée et la régionalisation politique. D'accord? Le statut d'autonomie, ça renvoie à une sorte de régionalisation politique, alors que la régionalisation avancée, c'est effectivement, c'est l'autonomie administrative accordée aux collectivités régionales en tant que collectivités territoriales. Point. C'est tout. Si vous avez des questions, posez-la.